Bonjour à tous, tous ceux qui nous ont rejoints. Ce que je vais vous proposer pour l'instant, c'est ma façon d'intégrer PITS à mon enseignement. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a un bel outil comme ça pour évaluer les compétences numériques? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut aussi faire des évaluations sommatives en s'inspirant de PITS? Voilà, c'est ça que je vais vous présenter. Moi, ce que je vous propose pour le temps qu'on va passer ensemble, c'est tout d'abord vous faire une présentation de intégrer PITS et sa méthodologie dans son enseignement. Et après, 15 minutes de questions-réponses et éventuellement, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que PITS, je pourrais en reparler à ce moment-là. Mais je vais partir du fait que vous connaissez PITS et aussi que vous connaissez PITS-Orga, qui est une façon pour l'enseignant déjà d'avoir des premiers retours sur PITS, de lancer ses élèves sur une campagne PITS. Voilà. Alors, grâce à PITS, on peut faire des évaluations sommatives, des évaluations diagnostiques, formatives, mais difficilement sommatives. Pourquoi difficilement sommatives? C'est parce que les résultats des campagnes PITS en notes chiffrées ne sont pas vraiment dans l'idée d'en faire des notes, pour l'enseignant. Le but, c'est plutôt pour que les élèves puissent se faire un profil qui sera ensuite certifié quand ils seront en troisième, en terminale ou en deuxième année d'études supérieures, ou même tout au long de sa vie. Mais si l'enseignant commence à mettre des notes sur les résultats du profil de PITS des élèves, ça va commencer à poser des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui voudront se faire aider pour avoir les meilleures notes possibles, puisque le profil PITS, on peut l'entraîner chez soi. Et lors des évaluations, en fait, il y a des profils PITS qui seraient déjà à 100% partout et ça fausserait les résultats. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser PITS pour mettre des notes dans notre carnet de notes. Et pour autant, en fait, les élèves apprennent des tas de choses dans PITS. Donc, a priori, on peut l'utiliser pour des évaluations diagnostiques et formatives. Alors, je vous montre du coup comment j'ai réussi à parer à ce problème. C'est-à-dire que PITS peut proposer un modèle pour nos évaluations sommatives. Est-ce que vous avez Moodle dans vos établissements? Est-ce que vous utilisez la plateforme Moodle, par exemple, pour faire des tests en ligne? Vous pouvez l'écrire aussi, s'il vous plaît, dans le chat, si vous utilisez Moodle dans vos établissements, ou parlez. Alors, quelques-uns, oui, d'accord. Donc là, je vais vous montrer, avec une plateforme comme Moodle, comment on peut faire des questions qui se rapprochent de PITS. Alors, premier exemple. Voici un exemple de question de PITS. Donc, on a une consigne ici qui nous propose de faire un filtre, de filtrer en fait des données. Et on nous met à disposition un fichier Excel, un fichier OpenOffice, parce que l'élève va soit utiliser Excel, soit OpenOffice. Il va devoir ensuite filtrer les données et mettre un mot dans la question ici, dans titre. Alors, dans Moodle, dans les activités test, ce qu'on peut faire, en fait, c'est aussi mettre un énoncé, intégrer des fichiers avec un lien, comme ça, pour proposer aussi un fichier Excel LibreOffice. Et ensuite, on pose une question, par exemple, la longitude du centre hospitalier Manchester à Charleville-Mézières est de temps. Combien de passages aux arrêts de bus TAG sont situés strictement plus à l'ouest? C'est-à-dire, en fait, il faut que l'élève filtre par longitude inférieure à 4,69. Alors, pour ça, donc l'élève va cliquer sur, par exemple, le lien Excel. Ensuite, il va établir son filtre en précisant que la longitude doit être inférieure à 4,69. Et en bas à gauche, ici, il verra le nombre d'enregistrements qui lui reste. Donc, il pourra répondre à la question.
Si jamais il utilise plutôt OpenOffice, même principe, on établit des filtres. Ensuite, on saisit une condition. Et là aussi, en bas à gauche, on a la réponse, le nombre d'enregistrements. Et donc après, l'élève n'a plus qu'à saisir le nombre, exactement comme dans PITS en fait. Vous voyez, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que la méthodologie qui est employée dans PITS dans les questions, ben on peut la reprendre, ça peut nous donner des idées en fait pour nos évaluations sommatives, pour avoir des résultats chiffrés qui pourront compter dans notre moyenne en fait. Et l'intérêt de ça, c'est que on va pouvoir lancer nos élèves sur PITS pour qu'ils s'entraînent, mais du coup, ils vont pas essayer de tricher quand ils vont établir leur profil dans PITS parce qu'ils savent que c'est qu'un entraînement et que l'évaluation, elle sera par exemple sur Moodle et ce sera différent en fait. Du coup, il y aura aucun intérêt à tricher pour l'entraînement puisque les résultats de PITS ne seront pris que comme des évaluations diagnostiques ou formatives. Alors, un autre exemple. Bon, c'est quasiment le même exemple, sauf que cette fois-ci, il faut trier des données. Donc pareil, on peut utiliser soit le fichier Excel, soit OpenOffice. Et donc là aussi, on peut nous proposer dans Moodle une activité, proposer de télécharger un fichier Excel ou LibreOffice et par exemple de trier par ordre alphabétique décroissant. Et ensuite, demander le numéro de la ligne correspondant. Un troisième exemple. Alors, dans PITS, vous l'avez peut-être déjà vu, cette question, ou une question similaire. En fait, il y a une question sur une photo, et on vous demande, par exemple, à quelle heure, à quelle date, et avec quel modèle d'appareil photo a été prise la photo. Et on vous propose des champs, ici, des zones de saisie, avec un formatage prédéfini. Dans Moodle, pareil, on peut mettre une image, on peut intégrer une image qui contient des métadonnées et demander, par exemple, la longitude et la latitude de la prise de vue de la photo. Donc, l'élève va télécharger l'image, en faisant enregistrer l'image sous. Ensuite, il va regarder les détails du fichier et il va pouvoir obtenir la latitude et la longitude et le remplir dans les cases ici. Et puis, donc, quelques autres exemples. Alors, dans PITS, on vous propose, par exemple, ici, dans la consigne du texte et une copie d'écran. Donc là, vous pouvez faire exactement le même genre de question. La réponse ici, c'est une zone de saisie textuelle. Alors moi, ce que je vais vous proposer comme exemple dans Moodle, ça va être, par exemple, dans quel pays se trouve le lieu de coordonnées. Et puis, on met comme ça des coordonnées géographiques. Et ça, en fait, c'est aussi dans l'esprit des questions de PITS, c'est-à-dire l'élève a le droit d'utiliser Internet. En fait, il n'est pas restreint par rapport à ça. Et donc, il peut aller sur un site web, comme par exemple ici Google Maps ou OpenStreetMap ou d'autres sites web de cartographie. Il va taper les coordonnées, il va faire un copier-coller en fait, et ça va lui donner la réponse. Le but, c'est de voir si l'élève est capable d'utiliser un site de cartographie. Alors, toutes les questions que je vous montre pour l'instant, c'est en rapport avec une matière qui s'appelle SNT, mais on peut imaginer décliner en fait cette méthode-là dans toutes les matières en fait. Chaque fois que vous traitez une compétence numérique, vous pouvez comme ça vous inspirer de ce que propose PITS sur ce type de compétences pour faire vos tests. J'entends que quelqu'un voulait prendre la parole. C'est Bernard, c'est ça? Non. Alors, bon, je vais continuer quand même, mais il y a un participant qui a laissé son micro ouvert. Voilà, c'est bon, merci. Donc là, l'élève va répondre Canada pour le pays où a été, qui a ses coordonnées géographiques. Et puis après, vous pouvez regarder comment sont construites d'autres questions. Alors, par exemple, aussi dans une question Moodle, on peut placer un marqueur sur une image. Et donc ça peut vous donner plein d'idées. Vous pouvez placer un marqueur selon
un endroit sur une carte, notamment en SNT, en fait, on doit faire de la trilatération. Donc là, un type de question, ça serait le trésor est situé à 100 km d'une ville, 130 d'une autre ville, 70 km d'une autre ville. Et là, pareil, on met un service en ligne que l'élève va utiliser. Voilà, ça c'est un site web qui permet de tracer des rayons, enfin des cercles de rayons déterminés pour trouver à quel endroit sera le trésor, faire de la trilatération ici. Et puis il va indiquer ensuite, il va placer le marqueur, vous voyez, à l'endroit où se situe le trésor ici. On peut regarder d'autres exemples. Alors ici, dans PITS, on nous propose du texte et une capture d'écran. Et ensuite, on vous propose des cases à cocher. Alors quand on vous propose des cases à cocher, ça veut dire que c'est un QCM. En fait, il y a plusieurs choix possibles. Alors ici, il y a toujours des cases à cocher dans cet exemple, sauf que ces cases à cocher se rapportent à des captures d'écran. Donc si vous voulez que l'élève réponde en fonction d'une image, vous pouvez adopter cette méthode-là, qui consiste à placer des numéros sur les captures d'écran et ensuite à mettre vos cases à cocher se rapportant au numéro de l'image. Vous voyez, en fait, on peut vraiment s'inspirer de ces tests-là en lançant nos élèves sur PITS pour qu'ils s'entraînent et qu'ils soient prêts lors de notre test Moodle. Alors là, quand vous avez ce type de questions, ce sont des boutons radio. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité de réponse. Et c'est bien aussi que l'élève sache que quand il y a des cases à cocher, il peut répondre plusieurs choses. Et quand c'est des boutons radio, c'est toujours un seul choix. Dans Moodle, dans l'activité test, on peut faire aussi des boutons radio, des cases à cocher. On peut même mettre plusieurs questions en une dans les tests. Alors ça, je pourrais y revenir si vous avez des questions là-dessus. Je peux vous montrer comment on fait. Voilà, on peut placer des réponses. Alors, les résultats sont affichés avec Moodle, soit sous forme d'un fichier CSV, où on a vraiment tout le détail de tous les points des questions, ainsi que la moyenne. Vous avez aussi une vue graphique des résultats des élèves. Alors d'ailleurs, le fichier CSV, moyennant quelques manipulations, on peut importer ensuite les notes directement dans un outil comme Pronote, par exemple, si vous avez accès à Pronote client, en fait. Et puis, vous pouvez même regarder ce qu'a répondu en détail un élève en particulier, en regardant, en fait, que, par exemple, lui, il s'est trompé au niveau du nombre de minutes et de secondes de la latitude et de la longitude. Donc, si vous laissez la souris, vous voyez même le détail du nombre de points qui lui a été attribué pour cette réponse en particulier. Vous pouvez aussi finalement autoriser un type de résultat. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et puis, vous pouvez, comme ici, proposer un type de question à vos élèves. Un élève aura une image et l'autre élève, quand il arrivera sur cette question-là, il n'aura pas forcément la même image. Ces images, je les ai prises sur Flickr. Elles sont libres, c'est-à-dire Creative Commons. Et elles sont géolocalisées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Là, ça nous fait déjà un quart d'heure. Alors, je vais recueillir vos premières questions sur cette présentation de comment utiliser la méthodologie de PITS. Allez, vous pouvez participer, soit dans le chat, soit en parlant. Alors, une première question d'Alexis. Bonjour, sous PITS, vous pouvez créer une campagne avec des questions précises qui vous intéressent ou ce sera un domaine niveau? Alors, je vous réponds en vous montrant. Le mieux, c'est que j'aille directement dans PITS Orga, en fait. Alors, pour ça, je vais quitter le diaporama. Voilà. Et je vais partager mon écran.
Partage d'écran. Voilà, là je partage mon écran et maintenant PyTorga. Voilà, alors là vous allez reconnaître PyTorga. Quand on crée une campagne, alors là je vais dans créer une campagne, donc vous mettez le nom de votre campagne et ensuite vous cliquez sur évaluer les participants. Et là, si vous êtes en SNT, vous avez des parcours déjà tout faits sur les données structurées, sur Internet, sur le web ou sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en physique-chimie terminale, apparemment vous avez aussi un parcours tout fait. Enfin, vous voyez, en fait, il y a des parcours en collège pour l'art plastique, pour communication et collaboration. Il y a déjà des parcours tout faits. Et sinon, vous pouvez lancer les élèves sur une compétence en particulier. Lorsqu'on les lance sur des parcours tout faits, le niveau des questions a un plafond. C'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce que l'élève sache résoudre des problèmes de niveau, admettons, 3. Alors que quand vous les lancez sur des compétences bien particulières, là, ils peuvent atteindre le niveau maximum de PITS grâce à leur algorithme qui pose des questions plus dures si on a un bon niveau ou plus facile si on a un niveau faible. Est-ce que ça répond à votre question? Très bien, merci, oui. D'accord, merci. Je crois que j'ai perdu la fenêtre de vue. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Alors, dans le chat, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu perdus pour Pix? Est-ce que vous voulez que je vous montre Pix et PyTorga? Est-ce qu'il y en a qui veulent que je leur montre les tests Moodle? Alors, dites-moi. Moodle. Donc, dans Moodle, alors, là, je me connecte à mon ENT tout d'abord. Ensuite, je vais sur Moodle. Et donc là, je vous avais préparé en fait pour le stage deux questionnaires, les questionnaires que j'ai proposés justement à mes élèves et dont je vous ai pris quelques captures d'écran. Je vous les partage. Donc, je vais vous donner un lien et vous allez obtenir grâce à ce lien le fichier MBZ que vous pourrez importer directement dans Moodle. Alors, lien. Voilà. Je vais l'écrire dans le chat. Donc là, j'ai mis dans le chat en fait un lien qui vous permettra d'obtenir ce cours Moodle hein, où il y a juste deux tests, un sur les données structurées, un sur localisation, cartographie et mobilité. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez prévisualiser ce test, donc avec les questions que je vous avais montrées tout à l'heure. Alors, là, c'est l'ensemble des questions de ma prévisualisation, ici. Avec ici, vous voyez la question où il fallait placer un marqueur. Alors, comment est-ce qu'on fait ce type de test? Donc là, je vais revenir dans la racine et je passe en mode édition. Et ensuite, je vais aller dans ajouter une activité et test, ici, test. Après, je vais donner un titre. Donc, par exemple, ça peut être un test sur le web. Là. Et après, je vais ajouter des questions. Donc, je vais déjà cliquer sur mon test web. Je vais faire modifier le test. Et là, je vais pouvoir ajouter une question. Et là, vous allez choisir si c'est une question où vous pouvez intégrer plusieurs choses dedans
dans ce cas-là, ce sont des questions closes. Ou alors, si c'est une question avec juste une réponse courte, un vrai ou faux, etc. Donc, admettons que je veuille faire une question à réponse courte, je clique ici. Et là, par exemple, je vais donner un titre à ma question, moteur de recherche, et je vais poser une question, quel est quel moteur de recherche connaissez-vous? Pour savoir si l'élève connaît au moins un moteur de recherche. Puis là, je vais proposer des réponses, donc Google, ou bien ici Quant, et je vais dire que ces deux réponses sont bonnes. Voilà. Et donc après, je vais enregistrer, et ça va me faire une première question. Donc après, quand je vais prévisualiser le test, pour l'instant, je n'ai qu'une question dedans. Voilà, quel moteur de recherche connaissez-vous? Bon, si je mets, par exemple, Firefox, ça me mettra la réponse correcte est Google et je n'ai pas eu le point 0 sur 1 ici. Et donc, c'est en paramétrant les questions qu'on peut intégrer des images, qu'on peut intégrer les fichiers Excel, les fichiers OpenOffice. Alors ça aussi, je peux vous montrer si vous le désirez. Il me reste encore quelques minutes. Alors, j'attends vos questions. N'hésitez pas à prendre la parole aussi. En attendant, je vais montrer comment on peut intégrer un fichier. Alors, le web. Ici, je vais modifier le test. Je vais modifier ma question. Et donc, par exemple, je peux faire télécharger le fichier. Donc, tout d'abord, il faut que je l'ajoute, ce fichier. Donc, je vais dans Gestion des fichiers. Ensuite, je vais glisser un fichier à l'intérieur. Ça peut être, par exemple, le fichier Excel, que je vous ai montré dans le diaporama. Voilà, tag.xlsx. Donc maintenant, il est hébergé, si vous voulez. Et maintenant, il faut que je fasse un hyperlien sur le texte. Donc, je sélectionne le texte, je clique sur lien, et là, je vais aller dans Fichier intégré. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, comme ça, en fait, vous validez. Et l'élève va pouvoir télécharger un fichier pour répondre à la question. Donc là, si je prévisualise maintenant, vous voyez là, on peut cliquer ici et ça va nous télécharger, vous voyez ici, le fichier Excel qui va permettre de donner une réponse. Donc en fait, on peut faire le même type de questions que dans Pix pour les évaluer. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de participants, hein. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez que je vous parle d'un point particulier sur ce que je viens de vous montrer. Michael, Oui. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut intégrer, par exemple, un fichier Python en exécution? Absolument. Python Scratch, hein. Absolument. Tiens, je vais te montrer. Donc, D'accord, merci. Donc là, je vais revenir dans Web. Ici, modifier le test. Donc là, j'avais intégré un fichier Excel, mais on peut intégrer n'importe quel type de fichier. Donc, ça peut être
un fichier Python. Donc, je vais aller en chercher un sur mon ordinateur. Alors. C'est mon module.py. Voilà, ça c'est un fichier Python. Donc là, il est stocké, il est hébergé, et maintenant je dois faire un lien, le fichier Python. Donc je sélectionne le texte, et maintenant je choisis fichier Python, voilà. Et quand l'élève va cliquer dessus, ça devrait le télécharger. Alors on va essayer. Je crois que faut que je refasse. Donc, bon. J'intègre le lien vers le fichier Python. J'enregistre. Et puis on peut prévisualiser à nouveau le test. Voilà, Python. Alors là, vous voyez que le fichier Python, il s'affiche au lieu de se télécharger. Alors pour qu'il se télécharge vraiment, là, il faut coder un tout petit peu en HTML. Donc je peux vous montrer quand même. Donc maintenant, je vais dans modifier le test. Alors là, je vais afficher le code source, ici. Et donc, bon, ceux qui connaissent un peu le HTML, ça c'est l'hyperlien du fichier Python. Et là, je vais mettre download. Download, voilà. Je sauvegarde. Ça va dire au navigateur que ce fichier-là, il ne faut pas essayer de l'ouvrir. Il est voué à être téléchargé. Donc, maintenant, je vais prévisualiser. Voilà, vous voyez là, bon, il vous dit que c'est un fichier qui peut être dangereux puisque c'est un fichier Python, mais l'élève peut très bien l'enregistrer et il peut l'ouvrir. Voilà. Donc en fait, il faut rajouter download dans la balise de l'hyperlien, Jean-Christophe. C'était ça ta question? Ou Pascal? Ouais, c'était. Enfin, c'était pas encore tout à fait ça, mais tu y as répondu tout à l'heure en fait. Je pensais, ma question c'était est-ce qu'on peut rendre, tu sais, un fichier Python exécutable sur un lien? Il suffit d'aller le. Ah, exécutable, dans ce cas-là, il faudrait plutôt utiliser Capital, je pense. Enfin, si tu Ouais, veux voilà, vraiment coder, ouais. ouais. Oui, mais Et du coup, oui, tu peux, dans Capital, intégrer un module Python. Sinon, sous Moodle, il y a l'extension Code Anywhere qui permet de charger des exemples de code Python et offrir une interface de programmation aux élèves. Et on peut, comme ça, paramétrer une quantité de variables en amont, demander à l'élève de programmer un algo et demander une sortie derrière et analyser. Nous, c'est celle qu'on utilise, elle est vraiment bien. Ah oui, oui, effectivement. Nous, on est un petit peu restreint au niveau des plugins qu'on peut installer dans notre académie sur Moodle, mais effectivement, bon, on a un service du coup aussi. Alors, merci pour votre attention. Je vais passer la parole à mes collègues qui ont fait un excellent projet que je vais les laisser vous présenter. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc, je vous partage tout de suite mon écran. Tac. Donc voilà, donc nous allons vous présenter donc notre projet. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Jean-Christophe Gérard. Donc, j'enseigne la physique-chimie, la NSI et la SMT. Thomas Lourdet, j'enseigne les mathématiques à la base et maintenant j'enseigne aussi NSI et SNT.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Joanne Monteiller, j'enseigne les mathématiques à la base aussi, et maintenant la NSI et la SNT aussi. Bonjour à tous, Pascal Thérèse, je suis aussi enseignant de mathématiques et j'enseigne la NSI et la SNT. Donc voilà, notre présentation va se dérouler en 4 temps. Donc dans un premier temps, une brève présentation de nous 4. Ensuite, nous nous attarderons donc aux usages du numérique côté élève, puis aux usages du numérique côté enseignant, et enfin, nous vous donnerons donc quelques indicateurs suite à notre projet. Donc, je vais commencer par vous présenter donc la première partie, donc la présentation. Donc nous sommes 4 enseignants donc, de la même académie, donc l'académie de Reims, mais nous sommes en fait répartis sur 3 départements différents. Donc on va retrouver Johan qui est sur la ville de Vitry-le-François dans la Marne, donc Pascal qui se trouve en Haute-Marne à Saint-Dizier, Thomas qui se trouve également en Haute-Marne à Saint-Dizier, et donc moi-même qui suis à Troyes dans l'Aube. Donc, avec la naissance de la nouvelle spécialité NSI, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de préparation à faire. On avait également besoin de beaucoup de formations, ce qui a donné une nécessité, celle de mutualiser notre travail, donc nos présentations, nos cours, nos vidéos, etc. Et pour ce, donc, nous avons décidé de créer un site internet, donc Mon lycée numérique, qu'on appellera communément MLN. Et ce site est destiné à faire un enseignement commun pour nous 4. Donc on va passer à la seconde partie de la présentation, c'est-à-dire l'usage du numérique côté élève. Donc le thème de ces rencontres, c'était le numérique en éducation, l'art du choix. Et donc, sachez que le site propose justement, surtout dans sa partie NSI, des parcours différenciés pour aider les élèves à mieux réussir. Donc ces parcours-là sont là en fait pour clarifier le contrat d'enseignement passé entre l'élève et l'enseignant. Et en particulier, l'objectif, ça va être que l'élève mette en face de son niveau qu'il cherche à atteindre, en fait, une quantité de travail à produire. Et vraiment, l'objectif final, c'est vraiment rendre l'élève autonome. Et donc, pour cela, on a défini plusieurs parcours. Le premier parcours, c'est le parcours fondamental, donc celui avec la balise bleue. Ce sont tous les éléments en fait, que chaque élève doit maîtriser. Et pour l'aider à maîtriser ça, on a aussi d'autres exercices de renforcement avec les balises orange, où l'élève va travailler ces exercices-là en autonomie pour acquérir vraiment les bases. Ensuite, 2 autres parcours sont proposés. Le parcours confirmé pour les éléments plus compliqués du programme, mais qui restent dans le programme, et c'est des éléments plus compliqués à atteindre. Et enfin, le parcours expert qui correspond aux éléments qui dépassent les attendus du programme. Donc, Christophe, je laisse passer. Merci. Et donc là, vous avez justement un visuel d'un exercice fondamental. Donc, on voit qu'il est justement balisé. Donc, il y a une balise bleue, comme ça, l'élève peut directement savoir visuellement à quel parcours il correspond. Outre l'énoncé, l'élève a accès à une correction écrite. Donc, il suffit justement pour cela qu'il rentre un code. Donc, au fur et à mesure de l'activité, en fait, enfin de progression dans la page, dans l'activité, un code de correction est donné à l'élève. Et comme ça, il va avoir accès soit à une correction écrite, soit à une vidéo. Et ça lui permettra justement de retravailler l'exercice en autonomie. Et enfin, tout en bas, en fait, on voit justement un accès, en fait, un exercice de renforcement. Donc l'élève clique dessus, et là, directement, il va arriver à un exercice de renforcement qui travaille sur les mêmes compétences. Et donc, voilà justement donc, le visuel d'un exercice de renforcement associé à l'exercice fondamental précédent. Donc, ici, l'élève a un exercice similaire au précédent. Et le contenu va lui permettre d'affirmer l'acquisition des bases. Donc, par simple clic, l'élève peut aussi pouvoir accéder ici, sans code, à la correction. Et cette correction, là aussi, ce sera soit donc du texte, hein, comme ici présenté, soit une vidéo, soit un fichier. Donc, comme ça, l'élève peut s'assurer de bien comprendre, de bien acquérir les bases. Et le site lui permet justement de pouvoir travailler en autonomie, même en dehors des heures de cours, en fait. Et nous conseillons justement aux élèves fragiles de travailler chez eux ces exercices de renforcement. Ok, je reprends la main. Donc ici, sur le slide,
pouvez voir un exercice avec un étiquetage confirmé. Donc, c'est le parcours qui est à destination des élèves les plus performants tout en restant dans le programme. On retrouve de la même manière que le fondamental, l'accès à une correction via un code. Ce qu'on a voulu aussi pour les élèves que ce soit clair en termes de résultats, l'idée c'est qu'un élève qui ferait tout le parcours fondamental viserait un maximum de 14 et le parcours confirmé amènerait l'élève à l'excellence autour de 18-20, c'est ça l'idée. Et donc il y a un équivalent expert qui lui sort du programme et ça nous permet de créer l'hétérogénéité et puis de permettre de donner un travail à faire au plus performant. On vous a parlé de vidéo, donc voilà un exemple de vidéo. Donc on a fait un screen ici. Les vidéos, elles accompagnent l'ensemble des ressources, que ce soit les cours, les exercices, les corrections. On peut trouver des tutos, des choses techniques. Ces capsules vidéo, on va retrouver des commentaires similaires à ceux qu'on pourrait faire en classe, comme si on faisait le cours. Les commentaires, il y en a de plusieurs natures. Ça peut être des synthèses, des mises en évidence de points importants. L'objectif les vidéos, ça permet quoi? Ça permet aux élèves de se retrouver devant ces vidéos quand ils le veulent, de revenir sur des points qu'ils n'auraient pas compris, d'acquérir les notions à leur rythme, ce qui va encore travailler leur autonomie. En cours, les élèves regardent aussi les vidéos, hein, ça se produit souvent. Donc voilà, toujours l'idée de différencier les parcours et de permettre aux élèves d'avancer à leur rythme et par là de faciliter une approche différenciée des apprentissages. Donc tout ça, les ressources, les parcours, les corrections, les vidéos, ça change vraiment les habitudes de travail qu'on pouvait avoir avec nos élèves. Les élèves se retrouvent vraiment dans une espèce de TP permanent, travaillent en classe en autonomie à partir des supports de cours et des vidéos. Ils interagissent ensemble pour s'entraider, ils demandent des codes de correction, parfois l'enseignant apporte un supplément d'information. Et alors ce qui est très motivant pour nous, c'est l'observation de nos terminales. Alors on a pu les observer avec le Covid, mais on a vraiment observé des élèves qui sont devenus très autonomes, hein, même dans l'appréhension de leurs projets, dans l'acquisition des compétences. On a vraiment été impressionnés de manière positive. Alors, nous allons passer maintenant à la partie enseignant, du côté enseignant. Nous avons développé une ingénierie de création pédagogique. On vous a mis quelques points des outils spécifiques que l'on utilise. Alors, dans un premier temps, on part souvent d'un fichier partagé qui nous permet de nous répartir le travail, un fichier de charge. Parallèlement à ce fichier de charge, nous avons une plateforme de travail. On utilise Discord, qui est organisée par thème. En fait, vous voyez sur la droite des thèmes. Cette plateforme est là pour déposer nos idées, les réflexions, les documents, les liens. On travaille ainsi de manière asynchrone, en fait. Tout le travail que l'on fournit en termes de fichiers, il est hébergé sur des machines et notamment sur un serveur de fichiers qui est hébergé chez Jean-Christophe. Donc, tous nos fichiers sont synchronisés. De cette synchronisation, ça nous permet de mettre à disposition nos ressources par le biais d'un site web. Alors, quelques petites réflexions. Par exemple, on n'utilise plus de mail. C'est une première réflexion. On est obligé de pratiquer une certaine hygiène informatique pour éviter les pertes de données liées aux différents problèmes de synchronisation. On s'est fait peur parfois. C'est arrivé. Mais cette méthode est efficace. Elle est relativement asynchrone dans cette présentation-là. Elle nous a conduit à développer une pratique de présentation de nos travaux aux autres membres de l'équipe. Alors, voilà, donc la partie qui va être plutôt synchrone, on va dire. Donc, la présentation des travaux de chacun lors de séances hebdomadaires. Le travail proposé par l'enseignant, qui a la charge d'un thème, par exemple, est décortiqué, il est présenté, il est analysé, il est soumis à l'approbation des autres collègues. C'est souvent un moment d'auto-formation, voire de complément de formation pour tous les membres de l'équipe.
Donc, de cette séance qui dure en général à peu près 3 heures, il en ressort des modifications à effectuer pour le professeur qui a réalisé le document. Les échanges se poursuivent sur Discord d'une manière asynchrone et on peut avoir des allers-retours comme ça 2, 3, 4, 5 fois. Alors, on fait quelques analogies avec le principe de Lesson Studies. Bon, dans le fait de faire comme ça des allers-retours sur les leçons, on a un petit peu repéré que de manière empirique, voilà, une leçon devenait, on va dire, satisfaisante et opérationnelle quand elle est retravaillée au minimum 4-5 fois. Bon, c'est une donnée empirique. Voilà pour la partie plutôt synchrone. Vas-y, JC. Donc là, on présente quelques indicateurs rapidement. On a donc on analyse la fréquentation que depuis mai 2020. Alors, on observe que notre fréquentation, elle augmente par strate avec des pics, et les pics correspondent à nos pratiques d'élèves. Donc, on en arrive un petit peu à la conclusion que les élèves pratiquent de plus en plus notre site. Déjà, au début, ils faisaient en classe, ils faisaient un tout petit peu chez eux, mais maintenant, ils le font beaucoup plus chez eux. On repère aussi que d'autres élèves et des collègues utilisent notre site. On a des témoignages sur la messagerie. On arrive à peu près à 25% pour nos élèves et 75% pour les collègues et les élèves d'autres académies. Et puis, voilà, c'est comme on fait une présentation avec des collègues à l'étranger. Bon, on a des indicateurs sur la présence de connexion à l'étranger. Bon, à limiter quand même par rapport au VPN, mais cette fréquentation à l'étranger augmente de plus en plus. On a une piste d'explication, c'est la genèse des nouveaux enseignements, pour lequel au départ les ressources pour initier SNT étaient assez difficiles à trouver. Donc voilà pour cette petite diapositive. Alors, je vais reprendre un petit peu donc, pour vous parler un petit peu de la chaîne vidéo. Donc, tout au départ de la création du site, donc les vidéos explicatives étaient hébergées sur des chaînes YouTube personnelles. Et puis, rapidement, au vu de notre usage, nous avons créé donc une chaîne commune. Et on remarque aujourd'hui donc que les vidéos sont visionnées par un public dépassant largement le cadre de nos élèves. Donc, on peut voir un petit peu comme ça la première vidéo là sur parcours fixe. Donc, la capture d'écran date un petit peu, hein, c'est pas. Mais si on regardait donc en terminale, on a une trentaine d'élèves. Donc, une trentaine d'élèves, c'est une notion qu'ils ont peut-être regardée. On va dire peut-être 3 fois chacun. Donc on arriverait à une centaine de vues et on voit que c'est une vidéo qui est à presque 900 vues. Donc on voit bien aujourd'hui que ça dépasse largement le cadre de nos élèves. Et on voit aussi donc au niveau de la messagerie, puisque on a créé sur le site une rubrique Nous soutenir, et très régulièrement donc on reçoit des mails surtout de collègues. Donc pour nous remercier dans un premier temps du travail accompli et aussi pour nous encourager à continuer, et également pour nous demander des codes de correction. Donc, en général, nous leur donnons les codes, nous fournissons les codes par chapitre, et en demandant bien sûr de ne pas les divulguer aux élèves, sinon ça perdrait un petit peu de son charme. Alors, et après, donc une dernière vidéo, donc ce qu'on a commencé à faire et ce que l'on va continuer à faire. Donc, le projet étant bénéfique aux apprentissages de nos élèves, donc nous avons décidé de l'étendre à d'autres disciplines scientifiques, comme les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de l'ingénieur et la SNT. Et donc justement, 2 collègues nous ont rejoints lors de l'élargissement en mathématiques et la SNT de notre projet, et d'autres collègues sûrement nous rejoindront encore au fil de son développement. Donc, on s'est donné un peu aussi des challenges, des défis de montée en compétences. On aimerait bien créer une base de données d'exercices pluridisciplinaires, voilà, qui permettrait d'avoir des contenus un peu plus dynamiques, pouvoir convoquer certains exercices à la demande lors des échauffements, de rituels début de classe, etc.
Bon, mais pour l'instant, voilà, on va dire que la création est déjà entamée, mais on n'est pas encore arrivé à quelque chose de présentable. Défi technique encore, on aimerait bien réussir à créer et à gérer automatiquement les QCM pour les élèves qui abandonneraient la spécialité en fin de première. Voilà, donc c'est encore des projets qu'on a, mais qui vont nous demander de monter en compétences. Voilà, donc là, tout à l'heure, suivant si vous avez des questions ou pas, ben, nous allons pouvoir vous présenter un petit peu le site. Là, dans un premier temps, on va peut-être répondre déjà aux questions, si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas, soit en prenant la parole, soit dans le chat. Oui. Du coup, tu peux peut-être. Non, s'il n'y a pas de questions, donc on va aller un petit coup sur le site. Donc, alors, attendez. Hop, donc, je pense que là, vous devez donc voir le site. Donc ici, donc lorsqu'on tombe sur la page principale, donc on voit la page qui est presque prête. Donc pour tous les enseignements que l'on voudrait couvrir. À l'heure actuelle, on va retrouver 4 parties qui sont abouties. Donc le parcours NSI, le parcours mathématique, le parcours SNT et le parcours formation académique. Voilà. Les autres sont surtout à l'état embryonnaire. La partie téléchargement se complète au fur et à mesure un petit peu avec tout le monde. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la partie NSI, puisque c'est celle dont on vient de vous parler. Alors ici, si on va sur accès, donc on va retomber sur 2 parcours différents, pour les premières et pour les terminales. Et ensuite, on arrive ici pour les premières sur les différentes parties du programme. Les différentes parties du programme. On retrouvera la même chose pour les terminales. Alors, à chaque fois, on essaie de mettre un code couleur différent pour que les élèves puissent se retrouver facilement. Et en fait, par grand thème, on va retrouver les différents chapitres. Là, donc pour les représentations de données, on a ici donc 6 chapitres différents. Voilà, on va retrouver ceci donc pour les différentes parties. Je vais vous montrer un petit peu donc la partie, un chapitre en particulier. On va prendre ici sur la partie algorithmique le chapitre qui est destiné à la complexité. Et donc, je vais vous remontrer un petit peu ce qu'on vient de vous expliquer, de vous montrer dans le diaporama. Donc, ici, on retrouve donc le cours. Donc, dans le bandeau supérieur, on va avoir des accès rapides aux différentes parties du cours. Donc là, je peux me déplacer assez facilement, ce qui évite à l'élève de scroller complètement avec sa souris pour redescendre. Donc je peux facilement. Idem, on a un petit accès pour remonter tout en haut. Alors là, on travaille toujours un petit peu de la même façon. Donc on a toujours une vidéo qui explique ce qui est dit en dessous ou au-dessus. Donc là, à quoi sert la complexité? On va retrouver des définitions. Ensuite, calcul de la complexité, et bien voilà, on va retrouver des définitions, des propriétés. Et on arrive, par exemple, à un premier exercice. Donc, pour les exercices, eh bien, on va pouvoir donner à l'élève les codes de correction.
au fur et à mesure de sa progression. Donc ici, si je veux débloquer un élève, je vais lui donner le code de correction. Donc ici, le premier code, c'est courir. Et l'élève va avoir donc la correction qui apparaît sur fond vert. Donc le gros avantage, c'est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que les élèves peuvent avancer à leur rythme. Les plus rapides et les meilleurs vont avancer rapidement, mais ils vont faire, eux, les exercices d'un niveau confirmé et expert, donc ils ne perdront pas de temps, ils auront du travail, ils auront de quoi faire. Pour les moins rapides et ceux qui ont plus de difficultés, donc, on va retrouver donc, des exercices de renforcement, comme ici. Donc, les exercices de renforcement sont du même style. Et là, comme c'est destiné à une utilisation à la maison, les corrections, l'élève y a directement accès sans code. Donc, ce qui permet à l'élève de travailler en autonomie, de revoir et de vérifier ses acquis. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, tout le chapitre est fait de cette façon. Donc, bien sûr, le site est en PHP pour pas que les élèves puissent, à l'aide d'un navigateur, avoir accès aux corrections entre guillemets, aisément, afin de tricher un petit peu. Et on a également donc un code de correction générale par chapitre qu'on donne aux élèves lorsque le chapitre est terminé. Donc là, si je le saisis, eh bien, ce code débloque toutes les corrections de tous les exercices. Donc là, l'élève, lorsqu'il révise, il ne va pas être obligé de ressaisir à chaque fois un code par exercice. Donc, il peut débloquer toutes les corrections lors de son travail de révision à la maison. Donc, voilà pour cette petite navigation sur le site. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je veux bien dire un petit mot, chers amis. C'est Magali Sancier, chargée des relations internationales dans l'Académie de Reims. Oui. Je vous ai rejoint avec un petit temps de retard, donc je voulais vous dire merci infiniment à tous les collègues de l'Académie pour leur présentation inspirante. C'est vraiment très impressionnant. Et merci à nos amis de la MLF aussi de nous avoir invités et puis d'avoir participé à cet atelier. Moi, je voulais simplement vous dire qu'on reste à votre disposition aussi après coup. Si jamais il y avait des questions qui se faisaient jour, n'hésitez pas à nous écrire. Et moi, je pourrais relayer à l'ensemble des collègues les questions que vous vous posez ou peut-être des suggestions de coopération. Je ne sais pas dans quelle mesure tout ce que vous avez montré serait accessible aux collègues de la MLF et éventuellement s'il y aurait des possibilités de coopération, si intérêt il y a, bien sûr. Il y a sur notre site, il y a une rubrique, tu pourras montrer, Jean-Christophe, il y a une rubrique nous encourager qui est en fait une messagerie qui arrive directement sur nos 4 messageries. Donc nos collègues, en général, nous écrivent assez librement pour partager des choses avec nous demander sur des corrections, mais parfois nous encourager ou alors nous proposer des fois des petites choses. Donc, il ne faut pas hésiter. On essaye d'être réactif, de répondre. Bravo. Donc là, ça peut être une entrée pour les collègues qui souhaiteraient avoir un peu plus d'informations. Donc voilà, on tombe sur un formulaire donc dès qu'on est sur l'accueil du site. Donc dès qu'on est sur l'accueil du site, en fait, on a une rubrique, oui, tout à fait en haut, nous encourager. Et lorsque l'on arrive sur nous encourager, donc on a un formulaire de contact qui permet directement de nous écrire et même de nous déposer des fichiers, pourquoi pas, pour des questions ou autres. Il n'y a aucun problème là-dessus, quoi.
Ouais, donc, il ne faut surtout pas que les collègues hésitent voilà, à nous écrire. Parfait, merci infiniment. Et pareil, hein, pour tout ce qui est PITS ou Moodle, n'hésitez pas aussi de mon côté à m'écrire sur michael-lionel.ballandier@acerins.fr. Voilà. Alors, on pourrait peut-être terminer par rapport au fait que le site, on a vraiment décidé de le créer, on va dire, libre, qu'il soit accessible justement à tout le monde. Hein. Il est sur le web, donc tout le monde peut s'en emparer, l'utiliser, travailler avec, il n'y a aucun souci.